matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Je suis très heureuse de recevoir Diego Hidalgo pour son livre. Diego Hidalgo qui est diplômé de Sciences Po Paris en relations internationales, titulaire d'un master en sociologie de l'université de Cambridge et fondateur de plusieurs entreprises dans le monde du numérique. Auteur de Reprendre, donc ce livre, Reprendre le contrôle que je montre. Il faut que vous l'achetiez tous immédiatement, bien sûr. Reprendre le contrôle, 50 pistes pour repenser notre avenir numérique aux éditions FIP. Alors, je dis toujours FIP. Je ne sais pas si on lit FIP comme la radio. Qu'est-ce que vous en pensez, Diego Hidalgo? Ou est-ce qu'on doit dire FYP? Je ne sais pas. Je crois que c'est FIP. C'est une question que je me pose parfois aussi. Ah bon, bah d'accord, bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt une belle publicité parce que la radio FIP est une très bonne radio. Alors, fermons cette parenthèse. Votre livre aussi est très intéressant et je pense qu'il répond à une véritable problématique et en plus, il a le mérite d'être très très simple. Vous l'avez fait par petites entrées intéressantes. Pourquoi, en gros, vous expliquez pourquoi il faut reprendre le contrôle du numérique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous commencez vous-même, vous êtes spécialiste de ces questions-là, des questions du numérique, vous êtes vous-même entrepreneur dans le monde du numérique et malgré tout, vous n'avez qu'un téléphone, en gros on comprend, pour simplifier, un Nokia, voilà, vous n'avez plus pas ah bah voilà. Il existe encore, il est là. Donc en noir et blanc et pas d'internet. Et vous expliquez dans votre livre pourquoi pourquoi aujourd'hui il faut véritablement reprendre le contrôle, c'est-à-dire limiter cette ultra connexion que nous avons aujourd'hui. Je vais commencer un petit peu au milieu de votre livre, en fait, où vous montrez les effets. Vous parlez de métamorphose, la métamorphose de cette technologie numérique. Vous dites que ça nous a clairement transformés. Et vous donnez des exemples, et si vous voulez bien les développer. Érosion de la concentration, externalisation de nos facultés cognitives, insatisfaction croissante, intensification de la concurrence sociale, affaiblissement du tissu social. Nous sommes probablement de plus en plus bêtes, QI qui baisse, et nous dormons de moins en moins bien. Et puis peut-être l'élément qui va le plus intéresser nos auditeurs, nous avons de moins en moins de relations sexuelles. Bon, vous avez aussi le fait que malheureusement, de moins en moins de vraies amitiés, de plus en plus d'intelligence artificielle. Enfin bref. Donc est-ce que vous voulez bien revenir sur ces éléments? D'abord pour qu'on fasse comme un constat de ce qui se passe aujourd'hui, de où nous en sommes, pour comprendre ensuite mieux pourquoi il faut reprendre le contrôle. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup de votre invitation. Je pense que les entrées que vous venez de mentionner, comme vous disiez, le livre est composé par 50 chapitres très brefs de 2 ou 3 pages. Et je reprends un peu cette idée que j'avais commencé à développer dans mon précédent livre Anesthésié, du fait qu'on nous sommes face à une espèce de délégation de nos facultés cognitives, de notre, par exemple, de notre mémoire. On peut penser au fait assez trivial que nous connaissions de moins en moins de numéros de téléphone par cœur. La recherche montre par exemple que s'il y a 20 ans, on en connaissait plusieurs dizaines. Maintenant, la plupart des personnes, plus de 50% des personnes ne connaissent même pas ceux de leur conjoint. On peut penser au sens de l'orientation avec l'invasion des GPS et autres outils pour s'orienter. Mais je pense que dans les quelques dernières années, on est en train d'assister à une délégation beaucoup plus large, beaucoup plus transversale de notre façon de penser. Et je dirais, je pense là par exemple à l'IA générative, à laquelle on est de plus en plus tenté de poser n'importe quelle question qui nous passe par la tête au lieu de se mettre à réfléchir nous-mêmes pour résoudre des problèmes. Ou en parler à des amis, par exemple, ça servait à ça. Pour parler à des amis, j'évoque par exemple le cas de Snap, l'entreprise derrière Snapchat qui a lancé MyAI, une intelligence artificielle avec laquelle les adolescents, des centaines de millions d'adolescents se dirigent pour avoir des conversations soi-disant amicales. Et en fait, je pense qu'on est en train, de façon plus large, de nous inviter à déléguer tout ce qui nous rend humains, je dirais tout ce qui enrichit nos vies, tout ce qui est susceptible de nous rendre heureux, à la recherche d'une efficience qui peut être très utile, mais qui se fait au prix notamment du contact humain et de notre liberté, et qui à mon avis sont des éléments qui sont susceptibles de justement nous donner un contexte, un environnement dans lequel nous pouvons rechercher un bonheur plus profond. Et en fait, l'humain, parmi tous les problèmes qu'il a, on pourrait dire qu'il est très inefficient. Et du coup, quand on cherche à éliminer ces inefficiences de nos vies pour rechercher un monde de plus en plus optimisé, je pense que on sacrifie souvent sans s'en rendre compte, parce que on arbitre souvent à court terme en vertu de cette efficience qui nous arrange bien. On gagne du temps, notamment.
on économise des efforts, mais en fait, on est susceptible d'économiser tout ce qui, justement, est susceptible de contribuer à une plus grande satisfaction. Et c'est ce que j'essaye de décrire à travers ces 50 entrées qui composent ce Vous livre. expliquez d'ailleurs, ça c'est bon là, on est presque dans la partie philosophique et je voulais qu'on commence par les relations sexuelles, c'est moi philosophique, vous voyez. Non mais ça pour rire, mais vous expliquez que le temps est un filtre et que justement on est toujours en train de vouloir optimiser le temps, le rendre toujours plus efficace. Et d'ailleurs, on est devenu beaucoup plus impatient, c'est ce que vous apportez aussi comme élément. Mais en réalité, que le temps est un filtre et que ce filtre est bon en fait pour notre bien-être et même pour notre efficacité. Tout à fait, mais si vous prenez l'exemple des relations sexuelles, on pourrait prendre celui aussi de l'amitié. En fait, toutes les relations humaines les plus profondes requièrent des efforts, requièrent un investissement, notamment en temps. Et on est en train de voir comment cet investissement en temps devient de plus en plus lourd à porter pour de nombreuses personnes. Et même si, in fine, avoir une vie avec des contacts humains, non pas superficiels à travers les réseaux sociaux, etc., mais des contacts humains profonds, elle est de moins en moins attirante, en fait, attrayante pour une grande partie de la population, notamment chez les jeunes. Je cite des études et des sondages assez terrifiants qui montrent, par exemple, comment les relations sexuelles sont de moins en moins populaires par rapport aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux dans certaines tranches d'âge, notamment en France. Oui. Alors, on peut parler aussi des autres éléments de cette métamorphose. Bon, j'aimerais bien, ça me semble très important que vous parliez des insatisfactions croissantes et insatiabilité, le fait qu'on n'ait plus aucune patience. Oui, bah dans cette contraction de plus en plus intense du temps, dans laquelle on peut cet environnement dans lequel on peut obtenir tout avec un clic, que ce soit un repas à domicile, un objet quelconque, une information, une chanson. On voit bien pour les auditeurs qui ont des petits enfants, par exemple, les petits enfants comprennent par exemple de moins en moins qu'on puisse pas avoir accès à par exemple une chanson. Ils disent mets-moi cette chanson. Et quand nous on était petits, on disait bon moi j'ai pas le CD ou j'ai pas la cassette. On acceptait, disons, le fait que quelque chose ne soit pas disponible immédiatement. Et si on pense, vu que je prenais cet exemple qui avait trait à l'enfance ou à l'éducation, si on pense à une des vertus, je pense, principales de l'éducation, c'est justement transmettre cette valeur du temps, c'est transmettre cette idée que c'est pas forcément en ayant une satisfaction immédiate de tous nos désirs qu'on va être plus heureux. Et justement, c'est plus dans l'acceptation des limites qu'on va obtenir cette satisfaction plus profonde, ce qui peut peut-être sembler paradoxal, mais justement, l'environnement dans lequel on est, si on l'accepte tel quel, je pense n'aide pas à transmettre cette valeur du temps. Et bon, je parlais des enfants, mais je pense que c'est une éducation, même une auto-éducation à laquelle on doit procéder même tout au fur et à mesure de la vie, et que cet environnement numérique, qui à mesure qu'il pénètre dans toutes les facettes de nos vies, nous rend plus difficile. Oui. Alors toujours, et ce sera la dernière entrée sur cette métamorphose que vous décrivez, vous parlez de l'anti-effet de Flynn. Alors je rappelle, hein, l'effet Flynn, on l'a appelé comme ça, on considère que notre QI augmente, en tout cas en Occident, pays riches, développés, etc., de décennie en décennie, en tout cas tout au long du XXe siècle. Et là, vous dites finalement cet effet Flynn, il est en train de se renverser, probablement lié justement à cette croissance des écrans et de l'hyperconnectivité, une hyperconnexion. Voilà. Alors moi-même, je me méfie beaucoup du QI comme mesure unique de l'intelligence, mesure par exemple qui obsède d'ailleurs les transhumanistes Tout à fait. et certains mouvements de la Silicon Valley qui ont une espèce de fétichisation du QI. Néanmoins, et par ailleurs, j'essaye d'être très nuancé, c'est-à-dire je dis pas forcément que c'est seulement le numérique qui est à l'origine de cette inversion de tendance, mais comme vous l'avez dit, pour résumer de façon un peu grossière, il semble que nous étions, que nos parents étaient plus intelligents que nos grands-parents. Il semble que cette tendance est en train de s'inverser. C'est une statistique, je parle pas de façon individuelle. Et il semble que cette tendance soit en train de s'inverser. Et
quand même, si on doit pointer certains aspects du numérique qui puissent être responsables ou co-responsables de cette inversion de tendance, encore une fois, ces gratifications immédiates, cette anesthésie de l'esprit que j'essaye de décrire, notamment dans cet ouvrage, est sans doute un rôle prépondérant dans cette dynamique. Alors, avant d'arriver aux solutions, parce qu'évidemment, c'est aussi l'objectif de votre livre, c'est d'abord de nous alerter avec des constats, des éléments, et ensuite de nous montrer comment on peut en sortir. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à dire « Ah oui, c'est mal », mais on est emporté dans cette vague et on a l'impression que le courant est plus fort que nous. On va revenir là-dessus. Vous avez plusieurs d'autres chapitres qui sont vraiment très très intéressants. Peut-être aborder comment l'IA pourrait nous faire disparaître. Et là, vous avez plusieurs exemples qui sont très intéressants finalement du fait qu'on soit rendu inutile d'une certaine façon. Oui, si vous voulez, encore une fois, en vertu de cette efficience et du fait que l'humain soit un être qu'on peut considérer inefficient à certains égards, c'est vrai qu'on est en train de façonner un environnement, un monde dans lequel l'humain n'a pas forcément sa place. Et il y a plusieurs scénarios que je tente de décrire très brièvement dans le livre de cette disparition de l'humain. Il y a des scénarios un peu chocs qui peuvent paraître relever de la science-fiction. Et je ne dis pas forcément que c'est les scénarios auxquels on doit prêter la plus haute probabilité, mais le fait, par exemple, que l'IA peut être tellement puissante, je cite un exemple dans la pharmacologie, dans laquelle un chercheur, il y a quelques années, a utilisé le même modèle qu'il employait pour maximiser la probabilité que les molécules qu'il crée soient curatives. Et juste en changeant un 0 par un 1, il se rend compte qu'il inverse la fonction de son modèle et qu'il crée tout de suite une espèce de fichier dans lequel on trouve 40 000 formules de molécules qui seraient les plus létales au monde. Ah oui. Et bien sûr, ce chercheur n'était pas malveillant en soi, et du coup, il a immédiatement éliminé ce fichier. Mais on peut par exemple penser qu'il suffit qu'un chercheur fou ou rancunier ou quoi que ce soit passe, disons, de ce fichier Excel à la réalité, et que cela puisse provoquer une hécatombe. Mais j'examine en effet des scénarios dans d'autres entrées auxquelles je pense que on doit prêter encore plus attention, qui relèvent plus de l'érosion progressive de l'humain. Oui. Je le disais tout à l'heure, déjà, on est en train de cet environnement numérique qui pénètre de plus en plus dans toutes les dimensions de notre vie, notamment dans nos sphères intimes et dans nos échanges avec d'autres êtres humains. Je pense progressivement nous invite à une espèce de passivité, Oui. et nous ôte toutes les fonctions qui nous rendent le plus humains, notamment dans notre façon de nous lier, de nous relier aux autres et d'avoir des échanges avec les autres, mais également dans toutes les actions qui en fait constituent notre quotidien. Donc à la fin, si on essaye d'économiser tout ce qui nous rend humains, eh bien, petit à petit, on observe une espèce d'inversion de cette logique selon laquelle la technologie est quand même à la base censée nous aider. Et petit à petit, souvent avec des exemples qui au départ paraissent peut-être un peu triviaux et que je cite, cette inversion fait que ce soit davantage l'humain qui se mette au service de la technologie numérique. De la technologie et de l'idéologie qui est derrière, parce que la technologie n'est pas neutre, et derrière, justement, il y a une idéologie d'efficacité et, vous l'avez bien expliqué, et on va continuer de le voir ensemble, d'inhumanité finalement. On perd cette valeur-là. Alors dans l'inhumanité, évidemment, vous parlez des robots policiers, c'est un vaste sujet. C'est le fait que finalement les drones tueurs passent à l'action, que finalement ce soit plus l'homme qui passe à l'action, et que plus on a une distance par rapport à la mort, moins on s'en rend compte, et ça pose de grandes questions. Oui, et encore une fois, certains usages, comme vous l'avez précisé au début, j'ai moi-même créé des entreprises notamment qui utilisent le numérique, et je pense qu'on peut faire des choses très intéressantes avec le numérique. D'une part, je pense que derrière de nombreuses entrées, il y a cette question de savoir dans quelle mesure le type de numérique, je devrais dire, qui est développé aujourd'hui, contribue à nous unir ou davantage à nous séparer les uns les autres. Je pense que c'est un des fils conducteurs du livre. Mais je me suis référé plusieurs fois à cette spirale de délégation qui nous invite à
à externaliser certaines des fonctions humaines à la machine. Je pense une des grandes questions, c'est de savoir où est-ce qu'on coupe, disons, cette délégation. C'est-à-dire, on est déjà rentré dans cette spirale, mais à partir de quel moment on dit stop et on décide de quand même conserver certains éléments qui pourraient être faits de façon plus rapide, plus efficiente, avec moins de moyens, moins de risques par des machines, et dans quel cas, donc l'homme, l'humain, les conserver. Je pense à ça parce que vous citez le cas des chiens policiers. Je pense que c'est un exemple qui nous invite à penser à ça. C'est-à-dire si on pense par exemple à un chien démineur qui permet d'exécuter une tâche de façon ponctuelle en éliminant le risque pour l'humain, là je pense que la technologie, la robotisation, l'IA, dans ce cas, peuvent être au service de l'humain. Si on commence à penser à un déploiement comme celui qu'on a vu par exemple pendant le Covid à Singapour ou même dans les rues de New York, tout à fait, dans lesquels ces chiens robots de l'entreprise Boston Dynamics notamment ont commencé à envahir la ville. Là, je pense qu'on est en train de vraiment de voir une allégorie de cette déshumanisation à laquelle, de laquelle on devrait se méfier énormément. Et on devrait, même si dans certains cas ça permet d'économiser certains coûts et de faire des choses de façon plus efficiente et moins risquée, mettre une limite à cette numérisation de nos vies. Oui, on va arriver. Hein. Je vous promets sur comment mettre la limite, parce que vous avez vraiment déjà. Je voudrais quand même une dernière fois qu'on aille aussi sur. Vous avez ce chapitre 1984 en 2024, un sujet ici qui nous est cher. Et j'ai beaucoup aimé cette entrée-là. Si tu ne partages pas ta géolocalisation, c'est que tu es infidèle. C'est tellement quelque chose qu'on entend tous les jours. Alors, je parle pas de l'infidélité, mais du fait que, non, mais la transparence, le fait de donner ces données, n'est pas un problème si tu n'as rien à te reprocher. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce sujet. Absolument. Alors, Eric Schmidt, par exemple, l'ancien PDG de Google, disait si vous avez quelque chose à cacher, vous devriez peut-être en amont vous demander si vous avez fait quelque chose de mal. Et je pense que cette phrase qui décrit assez bien une partie de l'esprit qui règne dans la Silicon Valley, dans laquelle la liberté et l'intimité n'ont en fait pas vraiment d'importance, eh bien, ça montre en fait que voilà, qu'on nous invite à une vie de plus en plus exposée, et surtout ça relève d'une confusion énorme justement entre honnêteté et protection de l'intimité d'un côté et cette opacité de nos vies à laquelle on a tous en fait droit et qui en fait est une condition sine qua non de notre liberté. Mais je pense que si vous me permettez, cet exemple que vous avez cité aussi montre un aspect important des paradoxes face auxquels cet environnement hyper numérisé, hyper digitalisé nous pose, qui est celui qu'on nous invite à contrôler de plus en plus toutes les variables qui constituent nos vies. Et notamment le contrôle, elle nous invite à contrôler les autres, que ce soit nos enfants, notre conjoint, en les géolocalisant à tout moment. Et le paradoxe, c'est qu'on pourrait penser que en contrôlant également nos constantes vitales à travers, par exemple, des montres connectées qui mesurent de façon constante notre pouls et autres indicateurs, on pourrait penser que en ayant tout ça sous notre contrôle, notre anxiété va diminuer, que ça va nous permettre d'avoir des vies plus tranquilles. Or, on constate que depuis une quinzaine d'années, les niveaux d'anxiété se sont vraiment catapultés, c'est-à-dire que selon les pays, on voit comment ils ont augmenté entre 50 et 100%, notamment chez les jeunes, mais aussi en fait chez les adultes. Et voilà, c'est un des nombreux paradoxes que je souligne. Et je dirais une des fausses promesses, en fait, parce que je pense que quand une innovation s'introduit dans nos vies, on doit de temps en temps quand même faire une analyse coût-bénéfice et savoir notamment si cette promesse qu'elle nous avait faite a été tenue ou non. Et en gros, c'est d'un côté, enfin, ce que vous avez dit, l'anxiété, mais également on peut penser à cette technologie sociale qui était quand même censée nous unir. Oui. Alors que on voit que les taux, que le sentiment de solitude est absolument incomparable à celui qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. Et on peut penser aussi à d'autres exemples que je souligne dans le livre, le fait que, par exemple, on a toutes ces technologies qui sont censées et qui nous font parfois gagner du temps et qui nous font gagner en flexibilité, alors que, paradoxalement,
on est dans des sociétés dans lesquelles on manque de plus en plus de temps. Tout à On fait. vit dans une frénésie. Oui. Euh, On est toujours pressé, on a toujours des rendez-vous, on est toujours pris par, je sais pas, et aussi parce que, en effet, on emmène en plus ce boulet qui est notre téléphone connecté partout avec nous et qui nous retient toujours à tous les autres sujets. Enfin, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas faire de parenthèse, mais vous l'expliquez beaucoup mieux que moi. Alors, on arrive à ce chapitre de que pouvons-nous faire? Alors là, vous avez plusieurs éléments très importants. Je pense d'abord, vous dites il faut apprendre à déjouer les algorithmes. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Et puis l'éloge des objets à unique fonction qui m'a beaucoup plu. Donc si vous voulez bien aussi développer ce sujet. Tout à fait. Alors, je pense que déjà, il faut distinguer entre des solutions individuelles et des solutions plus collectives ou politiques. Les exemples que vous avez donnés sont des exemples que je vais décrire tout de suite, mais je pense qu'une des idées quand même derrière ce livre, c'est que hélas, je dirais vraiment hélas, on constate tout de même une grande difficulté, voire une incapacité depuis quelques années à mettre en place de façon effective ces solutions individuelles. Donc, ce que j'essaye de souligner, c'est quand même aussi le fait que, hélas, on va devoir sans doute, si on veut vraiment reprendre le contrôle, aller sur certains sujets précis vers plus de régulation, puisque nous sommes face à des technologies qui ont été directement conçues pour établir une relation asymétrique avec nous, pour nous dépasser dans de nombreux aspects, et notamment dans le contrôle de nos émotions, de notre cerveau, de nos choix, de notre temps, etc. Donc c'est une fiction de penser que même avec les conseils, j'espère, pertinents que je donne, à nous seuls, en agissant de notre côté, on va être capable de reprendre le contrôle. Néanmoins, si je peux donc développer rapidement les exemples que vous avez évoqués, vous avez parlé de déjouer les algorithmes. Alors en fait, je donne toute une série de conseils, en effet, pour passer un petit peu, disons, entre les mailles du filet des GAFAM et autres acteurs prépondérants du numérique, qui, on sait, reposent sur des modèles, des business models, des modèles d'affaires qui répond sur le harponnage de nos données afin de nous connaître de mieux en mieux et de pouvoir, notamment, sans qu'on s'en rende compte, capter nos choix, conditionner nos choix, en plus de prendre le contrôle de notre temps et de notre attention. Et du coup, on peut, par exemple, pour certains exemples que je cite dans le livre, déjà arrêter d'utiliser certains de ces services. Et c'est pas un énorme sacrifice parce que, par exemple, si on pense au compte Gmail, on peut transférer son compte Gmail vers un autre opérateur en quelques minutes en faisant une migration très simple. Je sais que c'est plus compliqué dans les services où il y a un effet de réseau, comme les réseaux sociaux, notamment si une entreprise ou quelqu'un a je ne sais combien de contacts sur Instagram, c'est peut-être plus difficile de le quitter. Néanmoins, même pour ça, je donne quelques exemples. Par exemple, le fait que pour certains services, c'est toujours mieux d'utiliser le service à travers le web au lieu d'à travers d'une application, parce qu'on se fait beaucoup moins harponner justement de données. Et on peut changer par exemple de navigateur, on peut changer enfin bref, tout un tas de services, parce que je voulais que ce soit un livre concret. Souvent les personnes après mon premier livre me disaient mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ah voilà, c'est très concret. Hein. Vous donnez les noms. Alors je cite quelques exemples. Hein. Vous dites donc utiliser un navigateur plutôt qu'une application, ça vous l'avez dit sur le téléphone. Varier les modes de paiement, si possible, hein, pas toujours la même carte. Et prenez des espèces, des cartes physiques, échangez. Vérifiez les autorisations des applications. Alors là, en effet, prenez un peu de temps pour les lire et ne téléchargez pas si c'est trop contraignant. Le problème, c'est que parfois, on veut l'application. Peu importe. On peut en parler après. Refusez tous les cookies en ligne. Et utiliser des navigateurs distincts, ça c'est intéressant. Faut pas passer toujours par les mêmes navigateurs. Entrer des adresses leurres dans les applications de cartographie. Ne pas donner votre adresse exacte, mais toujours une adresse à côté. Ça, je trouve ça amusant. Voilà. Il y a plein de petits éléments pour tourner un peu autour et pas complètement tout révéler en fait. Mais pour vous donner une idée, par exemple, ne serait-ce qu'avec vos données de géolocalisation. On peut établir un profil extrêmement précis sur une personne, parce qu'on ne sait pas seulement là où elle se trouve à chaque moment, mais on peut déduire à partir de ces données comment elle se déplace, par quels moyens, avec la vitesse à laquelle elle se déplace. On déduit très facilement, bien sûr, son domicile, son lieu de travail. Donc, si vous voyez, par exemple, ce que Google est capable de faire juste avec vos données de géolocalisation, c'est absolument abyssal. Et à travers ces petits conseils que je donne, cela permet au moins qu'on nous connaisse un petit peu moins bien et que du coup on puisse contrôler, disons,
nos vies de façon un peu plus légère. Et voilà, certains sont vraiment très facilement applicables. L'autre exemple que vous citiez, enfin l'autre petit concept que je Ouais, développe, c'est les objets à une seule fonction. Et oui, si on pense justement aux problèmes que représente le smartphone, j'en ai cité quelques-uns, même si je l'ai pas résumé de cette façon-là. Il y a notamment ce harponnage constant de nos données, le fait que ce soit des machines qui soient conçues notamment pour justement relever le plus de données possible, sont aussi des machines de distraction constante qui nous invitent à jongler d'une application à l'autre de façon permanente. Je l'ai déjà aussi dit, ce sont des machines à déléguer nos vies de plus en plus et à travers qui nous invitent à externaliser des aspects de plus en plus importants de notre façon de penser. Et face à cela, eh bien, même si le smartphone est très intéressant, celui-ci a en fait concentré les fonctions que avant remplissaient de nombreux objets dans nos vies, que ce soit les réveils, les appareils photo, les livres, etc. Et du coup, j'appelle ces objets d'antan des objets à une seule fonction, des ouf, oui, qui permettent justement de se préserver de ces trois aspects nocifs du smartphone que je viens de citer oui. avant. Et du coup, même si on renonce pas complètement à avoir un smartphone, je pense que ces objets qui auraient pu paraître désuets et qu'on est peut-être tenté de mettre au grenier, voire de jeter à la poubelle, eh bien, j'invite à en récupérer certains dans nos vies. Je prends un exemple très simple qui peut paraître encore une fois trivial, c'est celui du réveil matin. Oui. Quand on pense au fait que souvent le smartphone est la première chose de la journée, la dernière chose qu'une grande partie de la population touche, et ce que ça peut supposer, et je décris ça dans d'autres entrées du livre, au niveau du stress et de tout un tas d'autres problèmes, eh bien le fait d'avoir un réveil matin, c'est quelque chose qui est tout bête, mais nous permet de mettre justement, d'établir une distance entre ce numérique, ce smartphone Hmm. omniprésent et nous, et de nous préserver. Oui, en fait, ce que vous expliquez, c'est que chaque objet doit avoir une destination et comme ça, au moins, on sait pourquoi on l'a pris et jusqu'où on doit aller avec cet objet. Alors que quand on prend un téléphone, un smartphone, on est happé par plein d'autres interactions qu'on peut avoir et entre guillemets Exactement. activités. Exactement. Le business model d'un appareil photo ou d'un livre ou d'un réveil matin, c'est pas de capter votre attention, c'est pas de Oui. modifier vos choix, c'est pas de relever vos données, c'est tout simplement de servir de façon tout à fait transparente à vous réveiller ou à vous mettre un texte à votre disposition. Oui. Alors, dernier élément, agir au niveau local. Là, vous donnez des petits exemples sur qui a pu agir au niveau notamment communal, parce que vous dites que, eh bien, peut-être que les communes pourront agir plus facilement que les pays, que les États. Et puis, encore plus local, on va dire, dans dans chaque entreprise, chaque restaurant, par exemple. Vous dites, on pourrait interdire les téléphones portables dans les restaurants, comme on l'a fait pour le tabac. Il y a déjà des restaurants qui le font. Parce qu'ils ont remarqué que les gens ne se parlaient plus et ils mettent des paniers avec les téléphones. Les gens doivent mettre les téléphones dans les restaurants pour que et maintenant les personnes s'y rendent parce qu'elles se rendent compte qu'elles parlent plus forcément que s'ils avaient toutes les deux leur téléphone sur la table. Tout à fait. Non, ça part du fait que quand on regardait, par exemple, sur une table de restaurant ou de bar il y a une vingtaine d'années, souvent, il y avait un portefeuille et un paquet de cigarettes. C'est ça. Et souvent, il y a maintenant un portefeuille et un smartphone, ou juste un smartphone d'ailleurs. Oui, Quand on pense au fait que, et encore une fois, je suis pas un fan de la régulation pour la oui, régulation, mais si vous voulez, cette entrée, enfin ce bref chapitre est à la fois, peut-être réaliste dans certains cas, mais mm, se veut un petit peu aussi une provocation pour nous faire penser, parce que en fait, on en a peut-être moins parlé aujourd'hui, mais nous faisons face actuellement à une détérioration extrêmement accélérée de la santé mentale et notamment chez les jeunes. C'est quelque chose qui a jamais été constaté dans ces proportions-là. ouais, Selon les pays, et en plus on peut dater ça de façon très précise, ça a démarré au début des années 2010. 2012, c'est vraiment une année charnière dans de nombreux pays dans lesquels on dispose d'études à ce sujet. Et donc en fait, on fait quand même face à une véritable urgence pour agir
voilà, pour essayer de trouver des leviers pour limiter cet impact du numérique qui a été, pour le coup, mis en évidence à travers de nombreuses études que je cite dans les 2 ou 3 dernières années. Avant, il y avait encore un doute sur le fait que ce soit le numérique qui en soit la cause. Oui, tout à fait. Du coup, il faut nous préserver, il faut trouver des façons de nous préserver, notamment au niveau spatial, de cette invasion du smartphone. Et c'est pour ça que je suggère qu'on limite fortement, en tout cas, sa présence dans des lieux comme les restaurants. Et quand on a interdit la cigarette à l'intérieur, dans les restaurants ou dans les bars, dans les espaces publics fermés comme ça, de nombreuses personnes ont dit bon, ben ça c'est complètement irréaliste, ça va jamais marcher, notamment dans les pays méditerranéens. Et on voit comment 2-3 ans plus tard, les habitudes ont fortement changé. Oui. Donc voilà, j'invite à une réflexion un peu provocative, disons, à travers des entrées comme celle-ci. L'autre entrée que vous avez mentionnée juste avant, je suis désolé, je me souviens plus laquelle c'est. C'est dans les solutions également. J'en ai cité plusieurs. Agir au niveau local, Voilà, agir au niveau local. Alors, les communes, oui. Voilà, alors agir au niveau local. Bien sûr, je pense que comme c'est un défi global, il faudrait davantage agir au niveau global ou au niveau national. Oui. Mais je pense qu'aussi, ce que je voulais dire, c'est que cet échelon municipal, notamment, qui est le plus proche, qui est perçu comme le plus proche pour de nombreuses personnes du citoyen, a aussi des choses à faire. Et je cite l'exemple pas seulement de ce petit village en Seine-et-Marne qui agit de la sorte de façon courageuse et encore une fois, je pense, sans prétention, mais en invitant surtout à réfléchir. Mais je cite des cas très concrets, comme celle par exemple de la ville de San Francisco. On pourrait dire, San Francisco, c'est le cœur de la tech, mais c'est aussi ceux qui souffrent le plus d'être le terrain de jeu de certains des géants de la tech. Et on voit comment San Francisco a été, par exemple, une des premières villes à imposer les paiements en liquide comme possibilité de paiement dans les commerces. Ah, c'est incroyable. Et c'est également San Francisco qui a interdit la reconnaissance faciale dans l'espace public. Et peut-être justement parce que ce sont les plus avertis. D'ailleurs, c'était un autre chapitre que vous abordiez, mais on n'a pas le temps. Les enfants de ces géants de la tech, eux, sont dans des écoles très très à l'ancienne, à la craie, latin, grec et surtout pas d'écran. Donc c'est bien la conclusion de eux, a priori, ils savent quels sont les dangers. Merci beaucoup Diego Hidalgo, c'est vraiment un livre que je conseille, très très riche. Et oui, il y a aussi les analyses qui prouvent, vous le disiez tout à l'heure, désormais cette corrélation entre les écrans. C'est l'étude Cyber Guardians qui a été publiée là très récemment en 2024, qui lie ces problèmes de santé mentale et l'expansion de l'internet, et encore l'étude Sapien Labs. Donc voilà, tout est dedans. Je vous conseille très fortement. Je vois des auditeurs qui ont cité pour aller dans votre sens Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Moi, si j'avais soif, je marcherais lentement vers une fontaine, éloge de la lenteur. Eh bien, ça c'était Alyosha qui le citait. Eh bien, lisons Reprendre le contrôle de FIP Édition et Saint-Exupéry, et je pense que tout le monde s'en portera mieux. Merci beaucoup Diego Hidalgo. Merci à vous tous. Chers